avec un titre, je pense, qui est très parlant, le pari gagnant, faire converger la mobilité des habitants et des voyageurs. Je vais vous parler de ça pendant à peu près 20 minutes. Moi, je m'appelle Julien Delabaca, je suis consultant sur les questions de nouvelle mobilité, donc je ne viens pas du monde du tourisme. Et ensuite, après mes à peu près 20 minutes de grande introduction, j'aurai la chance d'accueillir Fabrice Girard, qui est le directeur des transports de la région Bretagne, et Alexandre Muche, qui est le cofondateur d'une agence de design franco-belge qui s'appelle Vraiment Vraiment. Donc avant de les accueillir, je vais essayer de vous faire une petite introduction. Alors je vous préviens, il va falloir s'accrocher parce que ça va être très rapide et je vais essayer de vous parler de pas mal de concepts en très peu de temps. Le premier concept, qui n'est pas un concept, qui est une réalité, c'est vous rappeler pourquoi la mobilité est omniprésente et pourquoi le visiteur, je ne parlerai pas du touriste, n'est plus tout à fait ce qu'il était. Un grand schéma qui veut dire beaucoup de choses, j'ai essayé de tout regrouper sur une seule slide. Plusieurs choses à vous dire. La mobilité est présente à tout moment de la visite du voyage. Comment ? Dans un premier temps, quand on planifie son voyage, c'est un moment qui est assez facile, on est chez soi, on n'est pas stressé. On a accès à pas mal d'offres de mobilité qu'on peut potentiellement comparer, qu'on peut combiner, etc. Et finalement, là, vous n'avez pas énormément de moyens, à part les différents sites internet, plateformes de réservation. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est quand on rentre dans la phase du voyage. Alors, on pourrait découper en deux parties, la longue distance et le dernier kilomètre. Alors même si vous faites un déplacement de 40 km, on pourrait considérer qu'il y a les 39 premiers kilomètres et puis le dernier. Donc même si c'est des déplacements finalement courts, on pourrait sectionner cette mobilité-là en deux. Et là, ça devient intéressant. Pourquoi ? Parce que vous avez tout un tas d'offres de mobilité à votre disposition. Vous pouvez arriver en avion, c'est ce qui est majoritaire en règle générale sur le visiteur, en train, en car, on en parle assez peu souvent, on en parlera tout à l'heure, en voiture. Et là, en fait, pour arriver au dernier kilomètre, vous avez des lieux d'interface. Les aéroports, les gares routières, les parkings relais, les gares ferroviaires. Là aussi, c'est extrêmement intéressant parce que ces lieux-là, on va en parler dans la présentation, sont extrêmement stratégiques pour informer, pour déclencher des comportements de mobilité plus vertueuses, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi dans ce voyage, c'est qu'à ce moment-là, dans votre voyage, vous êtes dans une situation déjà de mobilité. Vous êtes plus stressé, vous êtes plus contraint. Vous ne connaissez pas forcément l'endroit où vous êtes, les offres de mobilité à disposition. Du coup, il y a différents enjeux qui sont liés à cette mobilité. Comprendre les lieux d'interface, comment ça fonctionne. Un aéroport, c'est très compliqué à comprendre. Une gare aussi. On a des gares qui sont bifaces, on peut sortir au nord, au sud, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment se rendre au centre-ville. Être rassuré quant aux options qu'on a. Et surtout, avoir des propositions d'offres qui sont rapides, simples et directes. Et là, il y a un sujet qui est particulièrement intéressant. Pourquoi tous les gens prennent le taxi quand ils sortent de l'aéroport ? Parce qu'ils viennent de se faire 8 heures d'avion. Que finalement, même s'ils doivent payer 40 € pour se rendre au centre-ville, ce n'est pas grave parce qu'ils veulent arriver vite, ils veulent que ça soit simple, et ils ont peur de se planter de bus ou d'offres alternatives. Donc ça, c'est un très gros sujet parce qu'en plus, on a une sensibilité au signal prix qui est plutôt faible. On en parlera, c'est là potentiellement vous pouvez charger les offres de transport et gagner de l'argent avec. Là, le levier pour la collectivité, il est déjà moyen, c'est-à-dire qu'on est un peu monté en puissance. Il y a beaucoup de choses à faire, travailler sur les fameux lieux d'interface, sur l'information, la signalétique, etc. Et enfin, le dernier moment de la mobilité liée au tourisme, c'est quand vous êtes sur site, sur place. Là, c'est aussi particulièrement intéressant parce que vous avez pléthore d'offres disponibles. On peut appeler ça, si on veut, la multimodalité. Et là, il y a un vrai enjeu d'expliquer que cette offre, elle existe, de la mettre en avant, de pousser différentes incitations. Et finalement, c'est intéressant parce que là, la collectivité, elle a un fort rôle. Autorité de transport, office de tourisme, etc. On en parlera aussi. Et au-delà de ça, les gens, ils sont potentiellement intéressés pour utiliser votre offre de transport public, l'offre pour tout le monde. Et c'est le sujet qui nous intéresse, à savoir le réseau de la Star, par exemple. Est-ce qu'en tant que touriste, on va l'utiliser ? Oui, pourquoi ? Non, pourquoi ? Donc ça, c'est un moment qui est particulièrement important. Donc gardez en tête un peu ce schéma pour vous dire que la mobilité et le tourisme, c'est absolument lié, intrinsèquement lié. Il y a un autre sujet qui est évident, c'est que la pandémie a eu des conséquences, elle a accéléré certains phénomènes, et finalement, aujourd'hui, quand on crée une offre de transport, on ne peut plus réfléchir en disant il y a des visiteurs, il y a des touristes et il y a des habitants. Parce que, moi j'habite au Pays Basque, on a des gens qui maintenant viennent 3 jours dans la semaine, on ne peut pas leur faire des navettes juste pour des touristes, ils font partie des visiteurs en fait, mais c'est des visiteurs de long terme ou des visiteurs récurrents, et donc la manière de scinder la mobilité comme on le faisait avant ne correspond plus à ces besoins-là. Il y a un rapport aussi à la proximité qui s'est fait.
Donc on voit que ça permet à des modes de se développer, hein. La marche à pied, le vélo, etc. Ça c'est hyper important, donc quelques exemples pendant la pandémie également. Et puis il y a un autre élément qui est très structurant, c'est le rapport à son environnement direct. Potentiellement, avec tout ce qui s'est passé, on a encore apporté des masques, ça va peut-être revenir, on n'en sait rien, je ne souhaite pas, mais entre être dans un véhicule type métro, bus et se déplacer en vélo ou à pied, être à l'extérieur, on va finalement avoir quelque chose qui n'était pas forcément dans nos têtes avant, mais qui arrive, des choix à faire. Donc tout ça pour vous dire que la mobilité est partout et que le rapport au déplacement, il est différent. Alors du coup, de manière absolument pas exhaustive, parce que sinon on pourrait faire une conférence d'à peu près 3 heures, et là c'est 20 minutes, j'ai essayé de focaliser mon regard sur quelques modes que je trouve intéressants et sur lesquels on n'insiste pas forcément quand on parle de la mobilité touristique. Le premier, c'est bête, c'est empirique, c'est simple, c'est le pied. Je reprends pas on a un Belge dans la salle, je reprends pas la publicité de Bruxelles Mobilité qui est assez géniale, que je vous encourage à regarder sur YouTube, mais juste vous dire que le piéton, c'est le meilleur allié de la découverte. Pour découvrir un territoire, c'est absolument génial, juste il faut l'aider. Là, je vous ai mis un exemple, et c'est ce que je vais faire pendant cette présentation. Je vais vous donner quelques petits exemples intéressants. Cet exemple, ça s'appelle Metro Minuto. Ça a été créé par les Espagnols. C'est libre de droit, vous pouvez l'utiliser et le faire chez vous. C'est quoi? C'est le fait de créer une carte mentale de sa ville. Et en fait, c'est comme une carte de métro, mais les couleurs correspondent à des temps de déplacement. Pourquoi? Parce qu'on a toujours tendance à surestimer le temps de déplacement à pied dans une ville. Et là, en fait, on crée des points d'intérêt qui ne sont pas forcément les points d'intérêt d'une carte de transport, même pas du tout, mais c'est les points d'intérêt réels d'une collectivité ou d'une ville qu'on va venir relier comme ça. Ça fonctionne très très bien dans 90 villes en Espagne. Moi, je suis en train de le développer dans quelques-unes au Pays Basque. Et c'est un vrai sujet pour améliorer la question du piéton et de sa connaissance. Le piéton, c'est aussi quelque chose qu'il faut pousser, même quand on est autorité de transport. Transport for London, qui est l'autorité de transport de Londres, il pourrait pousser le métro, le bus, il pousse le piéton, parce qu'ils se rendent compte que ça permet de ne pas mettre trop de flux à l'intérieur des différents systèmes de transport collectif et de créer de la friction entre les habitants et les touristes. Et en plus, ça fait du bien à tout le monde, notamment la pandémie qu'ils ont effectivement eux aussi assez mal vécu. Ils ont poussé aussi du coup des applications, donc des applicatifs digitaux. Ça s'appelle GoJauntly, c'est assez génial. C'est une application qui a été créée sans aide de la puissance publique à la base pour essayer de pousser des balades agréables, avec pas beaucoup de bruit, avec des espaces naturels, avec des endroits qui sont peu traversés par les voitures. Et ça a tellement bien marché que l'autorité de transport est allée chercher cette application pour la pousser, pour essayer de l'incuber, de faire en sorte qu'elle se développe. Et là, c'est toutes les collectivités de UK qui ont signé avec GoJauntly et qui veulent développer ça dans leur collectivité pour aider le piéton et la pratique piétonne. Un autre exemple encore intéressant, mais j'avance assez vite, le réseau de transport néerlandais, NS, donc l'opérateur de gares et du réseau ferroviaire, qui pousse des balades à pied depuis les 400 gares du territoire, avec beaucoup de communication sur le sujet. Je vous encourage aussi à les regarder, je mettrai la presse à disposition. Deuxième mode, le train. Moi, je suis fils et petit-fils de cheminots. Bon, aujourd'hui, j'ai eu tellement de problèmes avec le train que je suis un peu mécontent, je ne vais pas être très gentil avec, mais quand même. Le train a un vrai intérêt. Et on devrait le mettre plus en avant sur la question du tourisme, même si aujourd'hui c'est une très petite part des arrivées sur les territoires. Et ça c'est au niveau national, mais au niveau international aussi. Mais il faut l'aider lui aussi. Il faut l'aider dans son écosystème. Quand vous arrivez à la gare de Rotterdam, aux Pays-Bas, encore, je suis désolé, je suis un peu un ayatollah des Pays-Bas sur certains sujets, mais la gare de Rotterdam, vous avez un office de tourisme dans la gare, avec 4 personnes de 7h à 19h, qui vous donnent des informations sur les réseaux de transport, mais pas que. Et d'ailleurs qui vous indiquent comment vous rendre au centre-ville, parce que Rotterdam, c'est pas si cycliste qu'on pourrait le penser, beaucoup moins qu'Amsterdam par exemple. Donc ça c'est un premier sujet pour aider le train. Le deuxième sujet c'est de dire, quand vous créez un pass, au lieu d'y mettre que les transports urbains, un pass touristique, vous y mettez aussi le réseau TER. Donc à Amsterdam, comme ils en avaient marre que tous les gens aillent sur Amsterdam et qu'ils ont commencé à essayer d'élargir leur politique touristique, à un moment ils ont été voir l'opérateur en disant est-ce qu'on peut intégrer dans la carte, dans le pass touristique, les trains. Et donc ils ont créé le Amsterdam Region Travel Ticket qui fonctionne très bien et où ils ont un gros succès là-dessus. Évidemment, le train se marie très bien avec certains modes. On aurait pu faire 4 heures sur le vélo. D'ailleurs, avec Alexandre, on a nos vélos garés dans une salle juste à côté. On est venu avec nos Brompton vélos pliants. Le vélo se marie super bien avec le train. Même si on ne peut pas embarquer tous les vélos du monde dans un train, aujourd'hui, il y a des solutions pour développer le vélo et le train et ça fonctionne très bien. Évidemment, et j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, le train se marie aussi très bien avec l'ensemble des modes de déplacement qu'on appelle les modes doux. À droite, c'est une expérimentation en Île-de-France au départ des gares de RER pour privilégier
le vélo sur les territoires. Et à gauche, ça a été lancé il y a 3 ou 4 semaines, c'est pas loin en train, une tarification plutôt incitative pour prendre le train, et derrière des balades qui sont proposées avec une cartographie interactive faite par une boîte qui s'appelle Enlarge Paris, que je vous conseille d'aller regarder aussi, qui est assez génial, et pour vous pousser à vous balader depuis les gares dans toute l'Île-de-France. Un troisième mode dont moi je suis absolument fan, c'est le bateau. Le bateau, c'est pareil, finalement il est pas énormément mis en avant. Alors, je ne vais pas dire ça chez vous, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'intervenais avec Penarbet sur une conférence, et je trouve que c'est assez génial. Bon, du coup, voilà pourquoi il y a une photo à droite, à côté de mon dada des Néerlandais à gauche. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire, peu importe le paysage dans lequel on se trouve, à partir du moment où on a un réseau maritime ou fluvial, les deux, hein, qui est bien intégré dans le système de transport public, on a une vraie capacité à le mettre en avant dans une offre à part entière. C'est pas mal fait avec Braisgo notamment. Mais surtout, la grosse différence entre ce mode-là et beaucoup d'autres modes, c'est qu'il crée une expérience qui est vraiment différente. Et ça, en fait, il faut l'avoir en tête, parce que moi, un des sujets qui me turlupine souvent, c'est pourquoi, quand je suis en déplacement touristique, je vais aller vers certains modes de déplacement et revenir chez moi et finalement ne plus les prendre. Je trouve que le bateau, alors peu importe sa taille, hein, à droite c'est le ferry à Oslo qui est très bien intégré, au milieu c'est l'Australie, à gauche c'est La Rochelle, donc c'est des modèles très différents. Peu importe, en fait, il crée une expérience qui est très différente. Il y a un niveau de confort qui est très différent, il y a le fait d'être sur l'eau avec un rythme qui est différent, avec un accès au service qui est différent, et finalement c'est quelque chose qui est vraiment qui crée finalement ce différentiel avec ce qu'on appelle le déplacement contraint. Et quand on revient chez nous, on se dit mais pourquoi je n'essaierai pas? Et moi par exemple j'ai un réseau fluvial chez moi sur lequel je n'avais absolument pas utilisé au quotidien, et je me suis mis à l'utiliser parce que j'avais eu cette expérience qui m'avait vraiment enchanté. Et cette expérience, je l'ai eue particulièrement sur un réseau qui est assez génial, c'est à Londres. Ceux qui connaissent bien Londres, sur la Tamise, il y a un certain nombre de pontons publics gérés par l'autorité de transport. Et récemment, Thames Clipper, qui est l'entreprise historique de déplacement sur la Tamise, a été rachetée par Uber. Alors on peut se dire, Uber, ils ne sont pas là pour coller des timbres, donc s'ils ont mis de l'argent là-dedans, c'est qu'a priori, il y a un vrai sujet. Et aujourd'hui, ils ont réinvesti en plus dans des véhicules type bateau hybride, etc. Parce que ce mode-là est un mode fondamentalement touristique, mais en même temps, un mode qui est très bien intégré dans la logique de transport public, non pas pour traverser la Tamise, mais pour la longer, pour l'utiliser de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est. Et aujourd'hui, c'est pour eux une cash machine. Ils gagnent de l'argent avec ça. Ils ont des offres orientées tourisme, ils appellent ça reverse, ils ont des offres qui sont orientées pour le quotidien, et finalement c'est quelque chose qui marche. Et encore une fois, si Uber a investi de l'argent là-dedans, c'est une question de notoriété bien sûr, et ensuite c'est une question que ça génère vraiment quelque chose pour eux qui est intéressant, ça s'appelle du cash. Alors, pour avancer assez rapidement aussi, on pourra en faire 2 heures. Une fois que j'ai passé ces quelques modes, on aurait pu parler encore une fois du bus, du car, du vélo, du téléphérique, de plein de choses, mais on n'a pas le temps. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a aussi un changement de culture. Bon, il est là, il n'est pas là, il est à venir, il est plus ou moins avancé selon les territoires, mais qu'est-ce qui peut se passer? Il y a un vrai sujet de décloisonner les choses entre la mobilité et le tourisme. Ça, c'est assez connu maintenant. La maison de la mobilité et du tourisme à Annemasse, là déjà, c'est une première étape. On a dit on va arrêter de parler que de tourisme, que de mobilité, on va lier les deux. La réalité, c'est que quand vous êtes dedans, c'est encore un peu cloisonné, parce que les gens qui vendent du titre de transport ne vendent pas du tourisme, entre guillemets, mais ils mettent à disposition du vélo, et à terme, on peut penser qu'une fusion de l'ensemble de l'information va se faire. Ce qu'on commence à voir aussi, et ça c'est très récent, c'est la Fédération française de randonnée, par exemple, qui embauche un chargé de mission ou une chargée de mission, mobilité active et marche en ville. Donc on est assez en train de casser des frontières entre ce que pourrait être la randonnée et le fait de se déplacer en ville, qu'on pourrait considérer comme différent, et en fait pas du tout, parce que les frontières sont extrêmement poreuses entre les deux. Et à côté, on en parlera dans la table ronde aussi, quand le CRT Occitanie embauche un chargé de mission mobilité, on pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout comme à un moment, l'ADEME fournissait entre guillemets de l'argent pour que les petits territoires embauchent des chargés de mission en vélo. Donc là, il y a un vrai sujet de casser les frontières. Autre sujet, revoir l'expérience de l'information. Ça, c'est Bruxelles. Donc ça, c'est un très bon ami qui est à gauche, Xavier Takoun, qui est un mec assez génial, qui bosse beaucoup sur la mobilité à Bruxelles et qui avait créé le Bruxelles Mobility Store. Pourquoi c'était intéressant? C'était éphémère. C'est qu'on venait vous informer sur les offres de mobilité à disposition, toutes les offres, publiques, privées, régionales, locales, de la trottinette, de l'autopartage, du train, tout ce qu'on veut, tout ce qui existe à disposition. Surtout, on vous donnait la possibilité d'essayer les modes. Essayer une trottinette, essayer un vélo, essayer une voiture en autopartage. Et il y avait même des Mobility Angels qui vous aidaient, par exemple, à utiliser une application. Parce que, par exemple, vous avez peut-être une très très belle application en Bretagne, Bresgo, qui vous donne de l'information, mais
Il y a certaines personnes qui trouvent ça compliqué. Donc on vous aide vraiment dans la démarche d'utiliser les choses. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça change fondamentalement la donne. Il y a évidemment un autre sujet, et là c'est vraiment ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment est-ce qu'on reconsidère le visiteur dans l'expérience des transports collectifs. Porto, il y a une ligne, la ligne 500, qui était une ligne tout à fait normale, classique, de transport public tout à fait classique. Et il y a un moment, ils se sont dit, elle a un potentiel parce qu'elle longe le Douro, elle remonte sur les plages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Première chose, ils ont mis le Wi-Fi à l'intérieur. À l'époque, il n'y avait pas le roaming, donc on ne pouvait pas utiliser son portable à l'étranger. Et les gens se sont dit, c'est intéressant de pouvoir utiliser pour de l'information voyageur, de l'information touristique dans le bus. C'est une borne Wi-Fi en fait. Deuxième chose, ils ont acheté des bus à Impérial. Alors gardez-le en tête, je vais en parler juste après. Le bus à Impérial, au-delà du fait que ça rajoute de la capacité, ça change fondamentalement l'image d'un autobus. Vraiment. Troisième chose, quand ils ont développé l'open payment, le paiement par carte bleue, première ligne qui ont été concernées, la ligne de métro entre l'aéroport et le centre-ville et la ligne 500. Donc de fait, cette ligne qui est une ligne de transport public à moins de 2 €, tout à fait classique, est devenue une ligne aussi à vocation touristique, mais elle est utilisée par tout un chacun au quotidien. Je trouve que c'est un des exemples les moins bling-bling et les plus humbles, mais intéressants, de modification du transport public pour les visiteurs. Évidemment, ça c'est Londres, on revient un petit peu. Je ne fais pas une focalisation sur les territoires urbains, il y a plein de choses qui peuvent se passer en non-urbain, mais une carte comme ça, d'ailleurs on peut très bien le faire en territoire non-urbain, une carte touristique qui montre en fait tous les lieux d'intérêt associés à une ligne, la ligne 22, la ligne 17. Il n'y a pas beaucoup de réseaux qui le font, ça fonctionne très bien et c'est plutôt intelligent. Après, on peut aussi carrément créer des lignes qui vont aller desservir que du POI. Ça, c'est un sujet encore autre et encore plus ambitieux. Et dernier sujet, avant d'en finir sur les totems, c'est de dire aussi, n'oubliez pas que quand vous faites de l'open data, vous ne faites pas de l'open data juste pour créer de l'innovation. Vous faites de l'open data pour que, quand les gens vont arriver avec Citymapper, Google Maps ou autre sur votre territoire, ils auront aussi les offres de transport parce qu'a priori, ils ne vont pas télécharger l'application locale. Je ne dis pas que c'est bien, pas bien, c'est une réalité. Et ça, c'est assez marrant, c'est un tweet qui a quelques mois, quelques années maintenant, où en fait Google Maps avait commencé à intégrer pas mal d'informations sur les voyageurs et sur les offres de voyage, pardon, et sauf qu'à Lyon, l'autorité de transport avait refusé ça. Et du coup, la personne qui faisait son trajet Pardieu-Perrache, on lui proposait de prendre le TGV quand même, ce qui vous montre le blocage que ça peut créer, le fait de ne pas ouvrir ces données et d'avoir une politique vraiment très axée sur je ne fais que ma propre application. Donc, c'est des choix stratégiques pour une autorité de transport, mais il faut se dire aussi que ça a un impact pour les visiteurs qui vont utiliser ce qu'on appelle des méta-applications. C'est un très très gros sujet, on pourrait faire des heures là-dessus aussi. Dernière slide. Les États-Unis, ce n'est pas les meilleurs en termes de transport vertueux. Quand vous arrivez sur certains aéroports comme Los Angeles et Boston en bus, vous avez un coupe-fil. Parce qu'en fait, c'est cool d'être arrivé en bus. Et l'expérience des aéroports américains est absolument horrible. Et il y a 50 passages à faire, enfin, c'est pire qu'en France, pourtant c'est quand même terrible. Et là, en fait, on vous dit, OK, déjà, on va vous enlever une étape horrible, vous en aurez une en moins parce que vous arrivez en bus ou avec un mode alternatif. Et ça crée des privilèges, vous pouvez le faire partout. Vous pouvez dire au Louvre, ceux qui arrivent en vélo, ils passeront devant les autres. Et c'est un vrai sujet là aussi parce que c'est comme quand on voit passer les bus dans une voie réservée, qu'on est arrêté en voiture, ça crée des changements de comportement. Je regarde la montre. Sujet qui est très important, je dis que c'est la dernière slide à chaque fois, mais ce n'est pas vrai. N'oubliez pas aussi que le transport des visiteurs peut financer le transport public. Ça, c'est les bus touristiques à Barcelone, c'est la même chose avec les bus entre l'aéroport et le centre-ville. Ce sont des cash machines qui permettent de financer 3 à 4 lignes de transport à la demande. Donc là aussi, sur la friction entre l'habitant et le visiteur, on arrive à rendre les choses un peu plus acceptables en faisant ça. Et quand je dis que c'est une cash machine, c'est que vraiment ces 2 lignes-là génèrent particulièrement de l'argent et elles sont gérées par la structure publique. Alors, la dernière partie dont je voulais vous parler, c'était est-ce qu'on peut créer des totems? Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est très important et ça permettrait, à mon sens, de remettre aussi la mobilité comme une logique d'attractivité territoriale au service de quelque chose d'un petit peu plus vertueux. Il y en a plein d'exemples. Alors je ne sais pas quels pourraient être ceux de la Bretagne, mais le double-decker à Londres, tout le monde a envie de le prendre. Et en fait, on va prendre le bus, pourquoi? Parce que c'est un bus à Impérial, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il est sympa. Là, ils ont acheté des véhicules électriques. On peut payer avec la carte bleue en open payment, etc. Mais c'est un objet, c'est un totem qui est très important pour la mobilité et qui est inclus dans cet imaginaire du tourisme à Londres. À droite, c'est les fameux OV-Fits. C'est les vélos que vous avez dans toutes les gares des Pays-Bas. Alors logiquement, vous ne pouvez pas utiliser quand vous êtes visiteur, mais il y a une petite astuce, pour ceux que ça intéresse, je pourrais leur donner. La ligne 500 à Porto, j'en ai fait des tonnes, je ne reviens pas dessus.
Et puis, c'est évidemment la ligne 28 à Lisbonne, c'est un totem. Donc à Porto, quand ils ont remis à jour leur réseau de tramway, ils ont ressorti ça aussi du réseau de transport public, ça en fait partie, donc avec une tarification spécifique qui leur fait gagner de l'argent. Et donc la ligne 22 de Porto redevient une ligne touristique. Et à droite, c'est le fameux réseau enterré à Montréal que tout le monde va utiliser parce que pareil, c'est très connu quand on y va, notamment parce que quand il fait froid, on y est au chaud, mais c'est aussi un totem de la ville de Montréal, donc ça s'appelle le réseau RESO. Et pour le coup, ça c'était vraiment la dernière slide. Donc, ce que j'ai essayé de faire avec cette petite introduction, c'est de semer quelques cailloux pour la discussion qui va venir, où là, on va avoir des opérationnels et on va essayer de venir effectivement interroger toutes ces notions un petit peu en vrac que j'ai essayé de disséminer sur cette petite introduction et essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Donc, du coup, j'appelle à la barre Fabrice Girard, qui est le directeur des transports de la région Bretagne, et Alexandre, apparemment j'ai perdu la main, Muge, qui est le cofondateur de l'agence Vraiment, qui vient de prendre un E supplémentaire, donc tu as gagné du galon. Je vous laisse vous asseoir. Je ne sais pas où je me mets, moi. À côté de toi, Alexandre ? Allez, je vous laisse les micros. Hop là. Et puis après, je vais me taire aussi, parce que je pense qu'on a un peu marre. Donc merci d'être là, déjà. Je suis ravi pour avoir aussi bossé dans une autorité de transport régionale, donc je vais essayer d'être bon sur ces sujets. Je vais commencer par vous, Fabrice. Moi, j'ai une première question, alors qui va paraître assez simple. Oui, parce que c'est un format hybride. Nous, on fait de la présentation, après on bascule en table ronde. Je ne sais pas trop comment ça va finir, on verra. En question, si d'ailleurs, ça me permet de le dire, on va garder 15 minutes de questions à la fin. Pour les questions, en fait, il y a une manière de les poser directement en ligne, d'après ce qu'on m'a dit. Donc je le dis. Et ensuite, il y a des micros qui vont passer là. Et vous avez aussi des QR codes quelque part cachés sur vos trucs qui pendouillent. Donc ne m'en demandez pas plus parce que je suis très mauvais là-dessus. Mais a priori, ça marche. Voilà, donc 15 minutes de questions à la fin. Première question, Fabrice. Comment est-ce qu'on fait pour remettre le train dans le déplacement touristique ? Donc, comment on fait avec un TER pour que ça corresponde à la demande d'un visiteur, d'un touriste ? C'est quoi la stratégie d'une région là-dessus ? Question compliquée. Je ne sais pas s'il y a une recette de cuisine toute prête. Je ne suis pas sûr de faire autant rêver que ce que tu nous as présenté avec des beaux exemples un peu partout en Europe. J'aurais tendance à dire, on ne pense d'abord pas aux touristes. C'est-à-dire, créer un réseau de transport public, c'est le créer pour le plus grand nombre. Et ce n'est pas par l'addition de différents usages, que ce soit le touriste, le travailleur, l'étudiant, celui qui va aller consommer de la santé, de la culture, qu'on crée un réseau de transport. On crée un réseau de transport à partir de données, je dirais, qu'on essaie de maîtriser pour faire en sorte que ça réponde au plus grand nombre. Donc voilà. Donc il n'a pas au départ une appropriation du touriste de façon prépondérante. Alors maintenant, quand j'ai dit ça, évidemment, nos réseaux de transport public, que ce soit dans les régions ou dans les grandes villes, ils ont quand même une vocation essentiellement comme on dit, de service public et donc de répondre à une attente du domicile-travail, du quotidien, pour le voyage du quotidien. Et que, voilà, donc en général, c'est ça qui structure quand même nos réseaux et que la dimension occasionnelle touristique, elle prend sa place dans ce cadre-là et elle peut aussi, de temps en temps, je dirais, par des ajouts, par des compléments, on peut mieux répondre à des besoins touristiques. En Bretagne, où je pense que ceux qui sont bretons ici connaissent un peu la ligne Auray-Quiberon, ce qu'on appelle le tire-bouchon, qui est une ligne vraiment à vocation touristique, même si les saisonniers peuvent s'en emparer l'été pour aller travailler à Quiberon, parce que le logement est impossible à Quiberon pour la plupart des saisonniers. On fait des choses aussi autour du vélo, on pourra peut-être y revenir. Mais il était important de comprendre que la création d'un réseau de transport, notamment ferroviaire, ce n'est pas l'addition de petites choses, c'est une structure, une épine dorsale qui est là pour répondre au plus grand nombre de façon un peu universelle. Donc en fait, ce que vous dites aussi en partie, c'est que la logique, c'est pas forcément de créer de la nouvelle offre. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est comment est-ce qu'on peut optimiser l'existant, reprendre cette base-là et essayer de l'adresser finalement à un public un peu, on va dire, universel. Oui, c'est-à-dire, alors, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, notre plus grande difficulté, c'est de faire connaître ce qui existe. Avant de créer le nouveau,
on a tous un enjeu, et je pense qu'il y a des acteurs aujourd'hui, des prescripteurs d'offres touristiques notamment. Je pense que les prescripteurs d'offres de mobilité et les prescripteurs d'offres de touristique, on doit trouver des lieux de rencontre, on doit trouver des méthodes pour faire en sorte que l'appropriation collective, ce qui coûte, hein, parce que mettre une offre de transport, ça coûte, il faut qu'elle soit appropriée par le plus grand nombre. Et on voit bien que c'est d'abord là que nous devons travailler avant de faire des ajouts, avant de faire du développement, et que pour ça, on a absolument besoin que ça soit bien connu. Je ne vous citerai pas le nombre de fois où on vient nous demander du nouveau alors qu'il existe, parce que malgré tous nos efforts, alors qu'ils ne sont peut-être pas suffisants, on n'a peut-être pas assez outillé, on n'a peut-être pas encore assez travaillé, mais ce qui existe n'est pas assez connu. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, mais déjà, faisons en sorte que ce soit bien connu. Il y a deux mots que vous avez dit qui me font faire une transition parfaite. Pourtant, c'était pas calculé, hein, mais avec Alexandre, c'est la méthode et les outils. Donc, il y a quand même un gros sujet. On dit il y a une offre qui existe, elle est peu ou des fois pas connue. Comment on fait? C'est quoi la méthode? C'est quoi les outils pour essayer de rendre tout ça, c'est ce qu'on s'est dit un peu tout à l'heure, universel, quand on parle du design, par exemple? Sur la question de l'universalité, je reprends un peu ce que tu dis quand tu utilises le terme visiteur pour essayer un peu de décloisonner le touriste qui serait une case un peu imperméable et puis l'habitant au quotidien. C'est que je pense notamment dans l'expérience de découverte, je m'appuie beaucoup sur Google Maps, même si j'ai écrit et décrié un peu le problème et tout le monopole que peut y avoir derrière. C'est que Google Maps utilise beaucoup, je ne sais pas si vous le voyez, ce jaune orangé qu'il y a sur les cartes et qui démontre un peu les centres-villes ou les urbanités. Si vous ouvrez sur Rennes, ça marche assez bien. Et en fait, c'est un algorithme qui calcule la densité de trajet et la densité d'adresse. Et du coup, d'une certaine manière, qui qualifie une forme d'urbanité. Et moi, si je pense qu'il y a une forme d'universalité dans des signalétiques qui pourraient tantôt correspondre à ce qu'attendent les voyageurs quotidiens et les touristes, c'est qu'au fond, ils ont besoin de comprendre la structure de la ville et de pouvoir se déplacer non pas sur des adresses soit complètement touristes, soit habitantes, mais quelque chose de peut-être un peu plus fin, qui sont les endroits dans lesquels on peut flâner, qui peut être autant un arbitrage qu'en tant qu'habitant, on dit ce matin j'ai un peu de temps en vélo et j'ai plutôt envie de passer par le centre-ville piéton et traverser flâner dans ces zones agréables parce que j'ai 5 minutes de plus en vélo. Mais c'est aussi vrai pour le touriste qui redemande un peu cette liberté de pouvoir au fond piocher, déambuler dans un centre-ville sans forcément s'être fait préflécher des adresses bien précises ou un linéaire complètement fermé de trajet. Du coup, sur cette question d'universalité, notamment sur la signalétique, notamment sur les plans, sur les cartes, je pense qu'il faut redonner un peu de liberté et aussi aller chercher le système d'adresse ou de POI qui, au fond, correspond un peu à tout le monde. Parce que le touriste, au fond, je ne suis pas sûr qu'il cherche encore ce qu'on appelle les grandes locomotives. Je pense qu'il cherche plutôt les adresses quotidiennes des habitants, des formes d'authenticité. On en parlait tout à l'heure. Et je pense que du coup, il faut un peu décloisonner ça. Du coup, par universalité, je pense que les signalétiques, les plans, tout un tas d'outils touristiques doivent retomber sur des designs qui arrivent à raconter un peu ces adresses-là. Effectivement, merci pour cette réponse, Alexandre. Je vous encourage à regarder sur Google, parce que même moi, même à l'étranger, effectivement, quand on ne connaît pas, on cherche cette universalité, on cherche des repères. Et parmi les repères, il y en a un qui est particulièrement important. Des fois, on le connaît mieux que la mairie, c'est la gare. Moi, je suis une fixette sur les Néerlandais, vous l'avez vu tout à l'heure, et je suis une fixette sur les gares, donc je vous préviens d'avance. Hein. On va sûrement parler beaucoup pendant cette séquence. Entre cette interface finalement entre ce que dit Alexandre sur on sort du réseau du faisceau ferroviaire et ce faisceau ferroviaire, c'est vraiment la gare, ce pivot. C'est quoi le rôle du personnel par exemple? On en a un peu parlé en amont quand on a discuté de cet atelier. C'est quoi le rôle du personnel? C'est quoi le rôle qu'on pourrait lui redonner demain? Comment la gare devient un peu ce début de l'information, parce que finalement on arrive par là et on va aller ensuite utiliser la ville et déambuler. Alors c'est vrai que la gare est un lieu de mixité par essence, hein, je dirais mixité des personnes qui se rencontrent dans ce lieu. On voit bien qu'aujourd'hui il y a un défi pour nous, autorités publiques. On a un défi de la SNCF aujourd'hui qui
où les métiers étaient très cloisonnés. Vous étiez conducteur de train, vous étiez contrôleur, vous étiez guichetier. Voilà, une espèce de case dans lequel vous rentrez. Et tout l'enjeu, et c'est l'enjeu qu'on travaille avec SNCF depuis quelques années, c'est bien à un moment donné de faire en sorte qu'un cheminot puisse avoir une diversité de métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu de le sortir de son guichet face à un client qui arrive de moins en moins fréquemment parce que force est de constater que la distribution, l'accès au titre de transport, elle se fait de façon beaucoup plus diversifiée qu'il y a quelques années. Et donc, c'est comment cet agent-là, on le met à disposition de besoins nouveaux. Voilà, vendre des titres de transport, toujours, mais aussi conseiller, rassurer, et donc dans cette gare, faire en sorte qu'il puisse aller à la rencontre des voyageurs. Et on va même un coup plus loin, c'est qu'aujourd'hui, on a travaillé un projet de service avec SNCF où ces gens qui étaient dans des lieux fixes, il n'y a pas des gares avec des bâtiments voyageurs et des guichets dans tous les points d'arrêt ferroviaires, c'était la capacité à les projeter aussi dans des points d'arrêt où il n'y avait pas habituellement de présence humaine. Donc on a tout cet enjeu à travailler, et je pousserai même plus loin, c'est que la gare doit s'approprier par d'autres acteurs que par les gens du transport. Tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'il y a un enjeu à ce que la gare s'approprie par les acteurs du tourisme, par les acteurs de la culture, par les acteurs de différents champs, et que ça, c'est aujourd'hui... Je peux vous dire qu'on a plutôt de la place dans les gares en ce moment parce que forcément les services voyageurs ont plutôt tendance à diminuer par rapport aux nouveaux usages, et donc on a capacité à trouver de nouvelles fonctionnalités dans les gares, et donc évidemment les acteurs du tourisme présents seront tout à fait bienvenus. Alors, c'est parfait parce que c'était vraiment la question que j'allais poser aussi à Alexandre avec son approche autour du design aussi, c'est de dire... Est-ce que demain, alors là on l'a vu à Rotterdam, l'office de tourisme était dans la gare, est-ce que la gare peut devenir l'office de tourisme? Comment? C'est quoi ta vision des choses? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça fonctionne en termes de design, en termes d'usage? Je pense que s'il y a effectivement une transformation dans l'expérience que les touristes peuvent avoir de ces systèmes de mobilité, notamment sortir d'une gare et rentrer un moment pour une découverte touristique, c'est effectivement ce moment qui peut être assez irritant, parce qu'en fait les moments d'intermodalité, c'est beaucoup de moments de perte de repères, on tombe dans des systèmes de signalétique et voyageurs qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, dont on pressent qu'elle est faite pour les usagers du quotidien et pas tellement pour les touristes. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai enjeu à prendre par la main sur j'ai envie de dire, les 100 mètres qui vont de la descente du train jusqu'à l'entrée de ville. Et là, c'est compliqué parce qu'en fait, là, on est dans la domanialité un peu complexe de ça appartient à Gare et Connexion, et puis le parvis, il est plutôt à l'aménageur, et puis après, on rentre dans la ville. Et là, on voit toutes les signalétiques qui s'imbriquent mal, etc. Et là-dessus, je pense qu'il y a effectivement, et je rebondis sur ce que tu avais dit avant, c'est qu'au fond, notamment un peu pousser Gare et Connexion et les acteurs qui possèdent la surface de la gare à essayer de chercher autre chose que des locomotives qui font du cash ou qui rentabilisent du mètre carré. Et je pense que c'est vraiment important parce que c'est un endroit sur lequel on peut vraiment donner des clés sur des mobilités nouvelles. J'étais à Cologne il y a encore quelques semaines. L'acteur qui confie un vélo pour une location courte durée à un touriste, il est plus que ça. Il donne les quelques clés sur comment bien se comporter à vélo, parce qu'il y a des us et coutumes qui changent beaucoup d'un pays à l'autre, d'une ville à une autre, sur comment se comporter, où garer son vélo et où ne pas le faire. Et au fond, il a un rôle qui dépasse largement la simple location matérielle d'un objet, mais de donner des premiers éléments de comportement pour se déplacer dans la ville. Excuse-moi, Julien. Oui, Quitte à casser ton fil conducteur, je vais juste faire un petit complément. Non, je pousserais même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut même se poser la question, est-ce que ce n'est pas la gare qui doit être hébergée dans l'office de tourisme? C'est-à-dire que c'est même aujourd'hui, qui est le mieux placé pour faire ce couplage transport, prescripteur d'offres touristiques? Je ne sais pas. Enfin, franchement, le débat vaut. Et que quand aujourd'hui on a travaillé, parce que c'est pareil, il y a des gares qui se sont, je veux dire, les guichets sont partis, et ils ont été en partie récupérés par les offices de tourisme pour vendre des billets. Bon. Mais on peut se poser la question si demain, ces acteurs ne doivent pas devenir des acteurs encore plus prépondérants dans le système de transport et dans cette compétence pour aller faire ce couplage transport-mobilité. Bon, sans rien dévoiler, on y travaille avec Alexandre en Ile-de-France avec la RATP, mais on bosse sur une logique
effectivement former, décloisonner, designer ces nouveaux espaces-là. Donc effectivement, on y croit beaucoup, il y a un vrai sujet là-dessus. Ça ne casse pas du tout le fil conducteur qui est très flexible. On est d'accord sur le fait qu'il y a une offre qui existe, qu'il faut cette capacité d'optimiser, de faire savoir qu'elle existe. Est-ce qu'on est aussi dans la logique d'aller chercher des nouveaux publics et de se dire finalement, ok, allons-y, hein, on est ambitieux et le TER va aller chercher des touristes, vraiment. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le signal prix? On a dit tout à l'heure, hein, c'est un sujet. Hein. Est-ce que c'est le tarif? Est-ce que c'est la qualité de service? Mon expérience d'aujourd'hui est assez importante. C'est quoi le rôle aussi de l'autocar? Parce que lui, il peut aller chercher plus loin quand il n'y a pas de gare. Voilà. Est-ce qu'on est capable de se mettre dans cette démarche-là? Et c'est quoi les moyens qu'on peut mettre en face? Alors, il y a plusieurs questions. La première est de dire que le touriste intéresse les autorités publiques parce que, alors, je n'irai pas parler jusqu'à parler de cash machine, comme tu as dit tout à l'heure, parce que les situations quand même de cash machine dans le transport sont assez rares. Elles existent, peut-être les aéroports, les circuits très touristiques, mais il n'y a pas vraiment de cash machine. C'est toujours difficile parce qu'avec le prix qu'on fait payer les usagers, parfois on nous dit mais ça doit être rentable. Donc ça reste une activité subventionnée et assez largement. Non, c'est bien de dire que la vertu du système, ce qu'on essaie, le point d'équilibre du système qu'on essaie de trouver, c'est qu'à un moment donné, l'occasionnel, dont le touriste est une part importante, vienne cofinancer le développement du service. Voilà. On sait bien que l'usager du quotidien, sa contribution, elle est beaucoup plus marginale que l'occasionnel. Et ce n'est pas avec la contribution du quotidien qu'on arrivera à trouver des recettes pour développer le service. Et ce qui est attendu à la fois par les usagers du quotidien et par les touristes et par les occasionnels, c'est que le service se développe. Je vous avoue que ça fait quelques années qu'on travaille dans les transports et on reçoit beaucoup de réclamations, de demandes. Voilà. On reçoit très rarement de courriers pour dire que c'est trop cher. Par contre, pour dire qu'il n'y a pas assez d'offres, il n'y a pas assez d'amplitude, voilà, ça par contre on en reçoit très fréquemment. Donc la première attente de tous les usagers des transports, quels qu'ils soient, quel que soit leur statut, c'est d'abord une quantité d'offres plus conséquente que ce qui existe pour que le transport public et tout ce qui va avec soit attractif. Donc pour faire ça, il faut un peu mobiliser des ressources. Donc si on ne veut pas mobiliser que des ressources propres de nos autorités publiques, il faut aller aussi chercher une part contributive chez le voyageur. Alors ça renvoie au débat de la gratuité, du 1 €, tout ça, alors qui sont des débats éminemment politiques. Hein. Là, je dirais que c'est un choix d'élus. Hein. Là, je ne prendrai pas part, mais c'est la question qu'on doit se poser pour faire le report modal, pour répondre aux besoins, pour développer le transport. Par quelles ressources on y arrive. Voilà, donc, et la recette usagée est en général un levier. Aujourd'hui, vous prenez sur le TER en Bretagne, c'est à peu près un tiers. La recette TER couvre un tiers du coût du service. Voilà, donc ça donne déjà une ampleur. Donc quand on dit que le train parfois coûte trop cher, oui, mais ça ne couvre qu'un tiers de ce qui est mis en place, quoi. Et pour répondre à la deuxième partie de la question qui était l'autocar, alors, il est vrai que la puissance du ferroviaire, le symbole du ferroviaire, parfois éclipse le car, alors que le car, il y a des lignes de car qui marchent très très bien. Aujourd'hui, on est monté en gamme sur le niveau de service des autocars et qu'aujourd'hui, il se passe des choses très performantes qui valent des trains et qui, je dois dire, doivent être valorisées au moins autant que ce qu'on peut y mettre sur le train et que le car aujourd'hui a certainement des vertus que le train n'a pas pour savoir mieux irriguer un territoire que le train saura difficilement faire. Bon, je fais l'autopromotion. Le car au niveau de service Bordeaux-Arcachon marche très très bien. Et Lège, Cap-Ferré, c'est des offres qui marchent le mieux à la région Nouvelle-Aquitaine. Mais effectivement, ça remet le car aussi à sa juste place. Il me semble, en régie, je ne sais pas si vous avez la capacité de nous passer les 2 slides d'Alexandre sur cette partie des nouveaux publics. Je crois qu'on avait des illustrations. Si on est capable, c'est génial. C'est peut-être moi qui dois le faire d'ailleurs. Ah, magnifique. Donc effectivement, du coup, même question pour toi, Alexandre. Comment on fait pour aller chercher soit des publics qu'on ne connaît pas d'ailleurs, ou des publics dont on pense qu'ils ne sont pas forcément notre première cible? C'est quoi en termes de méthode, en termes d'usage aussi? Ouais, nous, quand on conçoit des politiques publiques avec les collectivités, on s'appuie pas mal sur cette notion d'usager en non-recours. Alors, c'est pas évident de les capter. Non-recours, d'ailleurs, c'est un mot qui vient plutôt des études en sciences sociales sur
par exemple, les gens qui sont en non-recours vis-à-vis du RSA, et qui frappent la collectivité, parce que ça veut dire qu'en gros, il y a des gens qui sont dans le besoin et qui décident de ne pas toucher le RSA. Et au fond, c'est important d'aller les chercher, parce qu'assez souvent, et je pense que c'est vrai sur le tourisme et c'est vrai sur le transport, en fait, toutes ces grandes ingénieries techniques, elles vont chercher les usagers qu'elles connaissent bien, en fait. Et du coup, alors sur le tourisme, on a des grands compteurs, on a des grandes. C'est quand même une matière qu'on perçoit avec des grands comptages, le nombre de nuitées ou le nombre de places vendues sur des grands équipements touristiques. Mais au fond, on connaît mal le comportement assez fin. Et ce qui est difficile quand on veut aller écouter un peu des nouveaux comportements, et je pense que le tourisme ou le visiteur a vraiment changé de comportement, notamment avec le Covid, c'est qu'au fond, c'est des usagers, ils ne sont pas là en réunion, je ne sais pas s'il y a des collectivités locales ici, ils ne sont pas là en réunion habitante, ils ne vont pas être là à la participation que la commune a fait autour du renouvellement de la gare. En fait, c'est un usager un peu impalpable qu'on a du mal à écouter et qui, je pense, est beaucoup plus varié que le touristique qui vient avec son parasol. Il y a vraiment des pratiques variées. Et pour nous, c'est important d'aller vers... Alors là, je montre un dispositif qu'on a sur justement des questions de mobilité douce sur la métropole de Lille, où en gros, on dit comment est-ce qu'on va chercher les gens qui ne vont pas classiquement en conseil de quartier. Alors, et quand je dis aller vers, du coup, on va sur le marché. C'est-à-dire qu'on capte les gens à des moments où ils ont des formes de disponibilité, dans une scénographie assez importante, parce que le marché, c'est typiquement l'endroit qui démontre sur des sujets de mobilité douce ou d'apaisement de l'espace public que c'est un moment extrêmement social. Du coup, c'est pas anodin d'aller les chercher comme ça, c'est de dire on est dans un moment où l'espace public, on vous le démontre, n'est pas que dédié à la voiture, au parking, aux mobilités classiques, mais peut être justement un moment de flânerie, un moment de détente. Et là, on a des vrais outils pour aller parler et capter ces gens. Alors, pour une partie d'entre eux, là, il y a des gens, ils n'auront qu'une minute pour nous parler, mais ils vont nous donner des éléments qui seront clés pour repenser la configuration d'espace public et des mobilités qu'il y a dessus, et surtout qui vont dépasser un peu les usual suspects qu'on a en conseil de quartier, ou qui prennent la parole, ou qui peut-être qui invectivent les acteurs de transport avec des lettres de réclamation. Je ne suis pas sûr qu'on entende tellement que ça. Au fond, ces touristes prennent la parole, parce qu'au fond, ils ont des formes d'engagement ou de rapport d'intérêt à la collectivité qui font qu'on les entend assez peu au final. Du coup, je pense que c'est important qu'on aille vers eux. Et voilà, et je passerai très vite parce que je pense que c'est important qu'on en discute avec l'acteur de transport. Mais pour nous, c'est aussi important de prototyper. C'est un peu le problème de l'aménagement urbain, de l'aménagement du territoire. Ça coûte très cher. Et c'est des endroits sur lesquels le droit à l'erreur, nous on l'a beaucoup en design des politiques publiques, au fait, il n'est pas permis. En fait, une infraferroviaire, un aménagement de parvis de gare, ça coûte, l'unité de mesure, c'est le 1 million d'euros. Et au fond, c'est le dernier endroit sur lequel on se permet d'innover. Et là, nous, on insiste, il faut vraiment prendre les usagers, notamment ces usagers qui ne sont pas l'usager forcément quotidien. Il faut tester avec eux. Ici, on est à Nantes sur des navettes autonomes et on leur dit c'est quoi le minimum de service à quai, c'est quoi le minimum de service en gare que vous voulez trouver. Et au fond, on entend des choses extrêmement riches qui dépassent les classiques. Ah, on veut une prise USB pour charger son téléphone. On entend des choses extrêmement riches, extrêmement intéressantes pour le territoire. Oui, on est en train de créer un jeu de cartes aussi en Ile-de-France pour l'intermodalité dans les gares. Donc c'est le même système aussi de comment est-ce qu'on arrive à réintégrer la gamification pour réfléchir à tout ça. Avant-dernière question, on est absolument dans le timing, qui est très importante. Parce que là, finalement, tout ça est bien beau. On est OK sur la stratégie. Je pense que tous les trois autour de la table, on est d'accord. Donc c'est pas très drôle finalement. On fait comment après ? C'est-à-dire comment on collabore, comment on déploie tout ça à partir du moment où on est d'accord sur la stratégie. TER peut pas tout. Comment on gère le dernier kilomètre, avec qui, et comment est-ce qu'on collabore avec le CRT, avec etc. Comment ça fonctionne aujourd'hui, et potentiellement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça, encore une fois, à partir du moment où on est d'accord sur le fond. Pas simple, mais peut-être une conviction, c'est celle que si on attend que l'autre fasse pour soi, on n'y arrivera pas. Je pense qu'on est sur des sujets qui sont compliqués parce qu'ils concernent plusieurs acteurs. Les acteurs de la mobilité, les acteurs publics sont multiples. Et après, quand vous rajoutez les acteurs privés qui sont aussi des offreurs, ça complète je dirais la carte des solutions, elle est complexe. On peut penser que c'est par l'addition, par la complémentarité, que les sujets vont progresser. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, le dernier kilomètre que tu évoques, on voit bien que je ne sais pas si la puissance publique est la meilleure
en capacité de d'offrir ce dernier kilomètre. D'autant plus dans notre réseau régional. Peut-être que dans une grande ville comme Rennes, avec un réseau urbain dense, très bien irrigué, le dernier kilomètre peut s'imaginer pour aller consommer ou alors visiter, enfin, je dirais, les lieux d'intérêt sur Rennes. Quand vous arrivez à Paimpol, quand vous arrivez à Lannion, quand vous arrivez dans ces villes où la zone de chalandise touristique est importante autour, le dernier kilomètre, il est compliqué. Il est compliqué et je pense que là, il y a à trouver entre les acteurs, entre la puissance publique et les offreurs privées, une capacité à faire des choses. Je prends en exemple ce qui s'est fait pendant... il y a eu ce qu'on appelait des clubs TGV qui ont été montés au moment de l'arrivée de la LGV en Bretagne, hein, donc la LGV qui s'est prolongée jusqu'à Rennes. Et donc, des acteurs économiques et touristiques se sont, je dirais, organisés avec un peu l'impulsion de la SNCF pour dire mais qu'est-ce qu'on va faire de ces TGV qui vont venir plus vite en Bretagne? Comment on se les approprie? Comment ça bonifie le territoire en termes économiques, mais aussi en termes touristiques? Et donc, de ces clubs TGV sont nées plusieurs initiatives permettant de faire ce dernier kilomètre notamment. Parce que le TGV, forcément, il arrive dans des grandes gares. Et donc, la difficulté derrière de savoir aller au point de chute final. Voilà. Donc, il y a eu le projet aussi Bretagne sans ma voiture, qui est un projet qui est né avec la région, mais aussi avec le CRT, aidé par l'ADEME, pour imaginer des offres qui permettent de voyager sans ma voiture. Voilà. Et donc, c'est pareil, c'était une capacité à imaginer des produits. Voilà. Donc, on voit bien que c'est en mêlant les actions des uns et des autres que les choses pourront avancer par petits pas que par un grand soir. Alors, comme on me met la pression, parce que vous ne voyez pas, mais non, on a un retour, on me met la pression pour ensuite prendre les questions, même si j'avais essayé de gratter 5 minutes tout à l'heure, mais on va quand même les gratter. Juste en guise de conclusion, avant de prendre les questions, même si vous me mettez une très forte pression. Donc, on a dit converger la mobilité des habitants et des visiteurs. Alexandre, en une phrase, en un concept synthétique, on commence par quoi et quand? C'est compliqué, hein? On a une phrase synthétique, une phrase. Non, même si je pense que sur le constat que l'opérateur public sur le dernier kilomètre, parce que je rebondis, je pense que le dernier kilomètre, c'est le problème. Hein, c'est que si je prends exemple, je vais à Locmaria-Kerl télétravailler, de temps en temps, ça m'arrive. Et je fais un effort pour venir depuis Bruxelles pour le faire en train. Et ben, je n'ai pas mon dernier kilomètre pour y arriver. Alors, je suis très vélo, je cherche un vélo cargo. Le vélo cargo n'est pas disponible à ce moment-là. Bref, location de voiture, on est reparti. Je participerai un peu au réchauffement climatique, un peu à l'encombrement du réseau. Mais je pense que ces derniers kilomètres, l'acteur public, effectivement, doit coopérer. Mais je pense qu'il peut rester grand orchestreur. Et c'est compliqué parce que c'est des langages différents. Les opérateurs trottinettes, par exemple, sur des questions sont des acteurs qui ne parlent pas le même langage. Ils viennent de Californie, ils parlent un langage de start-up. Mais je pense que l'opérateur public doit garder un rôle d'orchestreur, et notamment sur l'expérience en gare. Je pense de choisir qu'est-ce qu'une personne qui arrive en gare, qu'est-ce qu'elle voit en premier, qu'est-ce qu'elle voit ensuite, qu'est-ce qui se passe quand elle sort de gare, même si c'est du foncier privé, des opérateurs privés. À peu près la même question. Si demain on doit faire une mesure phare très concrète, très, très ambitieuse sur cette question de faire converger ces deux mobilités, ça serait quoi? On ne fait pas une annonce officielle, c'est les présidentielles bientôt. J'ai pas mandat pour faire des annonces officielles. Bien sûr, c'est pour ça que je dis gardons cette mesure, mais si on devait faire quelque chose de très structurant. Non, franchement, là, c'est pas pour faire pour échapper à l'obstacle, contourner l'obstacle. Je sais pas s'il y a une mesure qu'on doit faire. Peut-être, j'en reviens là-dessus. C'est à un moment donné, c'est peut-être si un endroit où il y a un stress maximal, et on l'a dit à plusieurs endroits, il y a un stress maximal, quel qu'on soit, même des gens comme nous, quand vous n'êtes pas dans votre environnement, le stress d'arriver dans un lieu d'intermodalité est un facteur de stress pour le voyageur, enfin quel qu'il soit. Voilà. Et donc c'est d'arriver à travailler ces lieux par de la présence ou par de la signalétique ou par de l'information. Voilà, comment on arrive à mieux rendre ces lieux déstressants. Parce que voilà, je pense que c'est évitant d'aller prendre le taxi comme solution de facilité. Voilà, donc je pense que le travail dans les gares, dans les lieux d'intermodalité est un enjeu majeur.
Bon, si on avait des gens à la direction de Gare et Connexion, on les invite à travailler avec nous. 10 minutes 30, donc j'avais promis qu'on prenait 10 minutes pour les questions, sachant que comme il n'y a pas d'autres séquences après, on a le droit de déborder, donc sentez-vous très à l'aise. Alors, si je comprends bien, il faut d'abord que je prenne les questions qui sont à l'écran. Donc il y en a 2. Pour vous, Julien, selon vous, quels seraient les totems de la Bretagne et comment la Bretagne peut-elle se distinguer et créer des expériences autour de la mobilité ? Premier totem, moi je pense que c'est la question du fluvial et du maritime. À mon avis, on n'a pas ça partout. Moi je suis de la façade atlantique aussi, mais côté Nouvelle-Aquitaine. Je pense qu'il faut axer quelque chose là-dessus. Et du coup, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à connecter les réseaux qui existent. Moi je connais encore une fois bien sûr Penarbed, mais il y en a d'autres, à des réseaux de transport public pour bien irriguer le dispositif. À mon avis, il y a vraiment quelque chose à jouer en termes d'image sur ça. Parce que je trouve que déjà, c'est assez bien fait. Ça veut dire le mettre aussi dans l'information voyageur, même si le maritime et fluvial sont très liés à des logiques de marée, à des logiques d'aléas, etc. Donc ça, c'est hyper important et je pense que ça peut marcher. Et ça pourrait distinguer la Bretagne, qui pour moi, de toute façon, est déjà distinguée parce qu'il y a quand même des territoires avec une forte identité et ça en fait partie. Est-ce qu'il y a une deuxième question, du coup, pour Fabrice ? En Bretagne, avons-nous une tarification spécifique pour les déplacements touristiques ? Forfait illimité sur la semaine, offre spéciale pour les familles et les jeunes, billet unique. Là, ça va faire cher. Il va falloir payer. Enfin, j'aurais tendance à dire oui, si je vais vite. Déjà, on a une approche très spécifique pour les jeunes. Voilà, on a créé historiquement un tarif jeune à 8 et 15 euros qui a été créé il y a 6 ou 7 ans, qui était indexé un peu sur le coût du covoiturage et qui a trouvé un grand succès en Bretagne. Depuis, je dirais qu'il y a aussi notre président, je regarde Madame Gallo qui est parmi nous, a une ambition aussi d'aller encore plus loin. Donc il y a un objectif je dirais, de poursuivre l'effort et la simplicité pour que les jeunes soient des vrais usagers. Enfin voilà, il faut si on doit miser sur une population, c'est bien sur les jeunes. On est aussi engagé pour déployer notre billettique Corrigo à tous les scolaires. Et puis, juste terminer là-dessus, c'est aussi alors c'est pas un forfait limité semaine, c'est un forfait limité 2 jours qu'on appelle le Pass TER famille, qui permet de voyager pour 55 € à toute une famille sur 2 jours en illimité en Bretagne. Alors là, il y a une question qui fait peur, elle fait 6 lignes. J'essaie de la lire intelligemment et de manière intelligible. Certains EPCI, donc exemple, communauté de communes, etc., agglo, ont pris la compétence, alors ça c'est des sujets de transport, ça va être chiant pour vous, ont pris la compétence mobilité et développent des solutions pour mailler leur territoire. Elles cherchent à relier leurs solutions, donc de territoire, aux autocars ou d'ailleurs aux TER. Pour faciliter l'acte d'achat à l'usager, la région aide-t-elle ces EPCI à intégrer la solution applicative BraceGo ? Je dirais même que l'objectif de notre exécutif, c'est de mettre BraceGo à disposition des EPCI. Plutôt que d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, l'idée, c'est de faire évoluer BraceGo vers l'attente des EPCI. Alors, c'est vrai que la loi LOM, qui est la nouvelle loi d'organisation des mobilités, a permis aux EPCI de prendre la compétence transport. La plupart en Bretagne l'ont prise. Et aujourd'hui, on est engagé avec eux. On a une grande démarche de, comme on dit, un terme un peu barbare, de contractualisation avec les EPCI pour faire en sorte qu'on partage une ambition commune et qu'on évite que le voyageur soit la victime de ce morcellement de compétences entre autorités, quoi. Et donc, notre enjeu, il est bien là. Bon, donc comme ça, vous voyez aussi que dans le tourisme, vous pensiez qu'il n'y avait que vous qui avez des problèmes de morcellement. Nous aussi, dans les transports, on a ces trucs très compliqués. Quel levier pour décloisonner mobilité du quotidien, mobilité touristique ? Alors ça, elle y est toujours cette question. En milieu rural, avez-vous des retours d'expérience vertueuses ? Donc là, la question, elle est pour tout le monde. Celui qui veut commencer, commence. Si, je pense que, là, du coup, je reviens sur les questions vélo notamment. Je pense qu'on sous-estime effectivement sur le rural une capacité du vélo. Là, je crois qu'il y a un bon article sur Le Monde qui dit qu'au fond, c'est possible. Alors, avec des standards d'infrastructure, hein, je reviens sur la question infrastructure parce que c'est importante. Une fois qu'on a donné le vélo, il faut que les gens puissent se déplacer de façon sécurisée. Mais il y a une façon d'accompagner et effectivement des trajets qui peuvent avoir des qualités quotidiennes ou des qualités touristiques. Et je pense notamment à tout un tas de chemins de traverse, au fait aussi que par exemple la topographie
qui est à l'époque où il n'y avait pas de vélo électrique, c'était un problème, c'était une barrière. Et c'est quelque chose qui change beaucoup. Et la Bretagne, tout à l'heure, il y a une intervention sur la montagne en Bretagne, mais enfin, là, il y a une vraie topographie qui peut être éreintante en vélo. Et le vélo électrique a vraiment changé ça. Et là-dessus, je pense qu'il y a un enjeu à retrouver des chemins alternatifs, ce qu'on appelait VTC à l'époque, ou Gravel maintenant, et au fond qui correspond autant à des profils vélo-taffeurs, entre guillemets, que des profils qui peuvent apprécier le fait d'être dans la nature. Sur cette question aussi, rapidement, hein, quand je montrais tout à l'heure l'exemple de la Fédération française de randonnée qui embauche quelqu'un à la mobilité active, c'est aussi le fait de dire il y a des territoires de 3, 4, 5 000 habitants où effectivement, oui, il y a encore des gens qui vont arriver peut-être en voiture ou peu importe, en train, etc. Et où on a la capacité de mixer dans des villages des points d'intérêt avec de la randonnée, avec de la mobilité qu'on pourrait considérer comme plutôt active et associée à des milieux urbains, mais ce n'est pas le cas. Et c'est exactement la même chose pour la question du vélo. On se dit souvent, par exemple, très vite, vous parlez de vélo en libre-service, c'est que pour les grosses agglomérations. Landerneau, 14 000 habitants, 7 stations, 40 vélos déployés par 15, marque française, c'est Smooth. Ça fonctionne bien. Il y a des territoires de 7000 habitants qui ont lancé aussi des offres de vélo en libre-service. La question après, c'est qui la paye et qui accepte d'en faire un outil de marketing territorial pro-vélo avec du VLS à assistance électrique qui permet de déjouer la question de la distance, du relief, etc. Donc on a quand même la capacité, on le disait tout à l'heure, par des aspects de signalétique, de remettre ce lien entre la randonnée et la marche, de mettre en avant le vélo. Et la question après, c'est comment est-ce qu'on le relie, mais de faire des choses qui ne sont pas que pour les territoires urbains. Et Métro Minuto, que j'ai poussé tout à l'heure comme solution, si vous voulez le lancer approximativement, ça vous coûte 1 500 €. Donc en plus, même sur des petits EPCI peu dotés, c'est des choses qu'on peut faire. Moi, je suis en train de le faire sur une commune du littoral de 6 700 habitants. Donc voilà, pour répondre à la question du rural. Fabrice, éventuellement très rapidement, mais je vais quand même citer ce gros mot, je vais parler de voiture. Quand on dit décloisonner mobilité du quotidien, mobilité touristique en milieu rural, la voiture, il ne faut pas l'exclure. Mais après, la question, c'est quelle voiture ? Voilà. Et qu'aujourd'hui, des systèmes peuvent éventuellement être s'approprier avec une voiture décarbonée, dans un usage partagé. On peut imaginer que la voiture a encore des vertus plutôt que de remplir de trop peu remplir un car ou un train. Voilà. Donc, je pense que la voiture, il faut évidemment pas chercher. C'est la voiture solo notre ennemi. C'est pas tant que ça la voiture comme objet, si elle est bien, elle a la bonne traction et si elle est partagée, quoi. Mais c'est très bien parce que ça revient sur cette question qui est posée là. Effectivement, y aurait-il pas un enjeu à faire changer les comportements ? Comment convaincre de laisser la voiture de côté au profit d'autres modes ? Le problème, c'est qu'il y a des endroits où on n'a pas le choix. Effectivement, on a encore cette logique d'arriver en voiture. Et après, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire la bascule ? Quand bien même les gens arriveront en voiture. Moi, je dis toujours, par exemple, sur l'intermodalité avec le train, on me dit ouais, mais si tu fais un parking en gare, moi j'ai bossé sur des projets de pôles d'échange, mais si tu mets un parking en gare, les gens arrivent en voiture. Je leur dis ouais, mais s'ils font 20% du trajet en voiture et 80% en train, on a déjà gagné une partie de la bataille. La question après, ça sera de switcher sur ces 20%. C'est exactement pareil. Moi, ça me fait toujours halluciner quand vous réservez un hôtel sur Booking. On vous propose une place de parking dans l'hôtel, souvent payante, que vous acceptez parce que le rapport au signal-prix, encore une fois, est relativement faible. Et donc, l'hôtel vous a proposé ça. Par contre, quand vous arrivez en voiture dans la ville, on ne vous dit pas, en tant que touriste, c'est très compliqué de savoir où est les parkings relais. Vous ne connaissez pas sa tarification, alors qu'en fait, elle est beaucoup moins chère que l'hôtel. Et du coup, vous n'allez pas vous garer là, vous allez payer pour aller à l'hôtel. Et une fois que vous avez la voiture à l'hôtel, bien souvent, vous l'avez sous vos pieds, vous allez l'utiliser. Alors que finalement, si on vous avait poussé un P+R qui fonctionne avec derrière une solution qui est réelle, soit du tramway, du vélo, etc., vous pourriez avoir un changement de comportement. Pourquoi les hôteliers sont meilleurs que les collectivités pour finalement se dire on incite à laisser la voiture à un endroit, mais qui n'est pas forcément, quand c'est l'hôtel, le bon, alors que la collectivité pourrait vous pousser le bon. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur le fait de dire même si vous arrivez en voiture, ok, on va pas c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais comment est-ce qu'on fait pour que quand vous êtes sur place, vous switchiez vers autre chose ? Et encore une fois, c'est là où vous avez le levier le plus important. Alors là, il y a un super panneau qui s'appelle fin des questions. Donc du coup, là, on a le droit, même s'il est 17h, de prendre des questions de la salle. Ça, on a mis le digital en avant, c'est carré. Donc pour tous ceux qui veulent poser des questions, a priori, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a 2 micros, c'est un peu comme dans The Voice, là, sur les 2 côtés. Et donc, le plus compliqué, ça va être de commencer. Donc, rendez-vous vers les micros. Du coup, madame, ils sont derrière vous. Je suis vraiment désolé. Ou alors, si votre voix porte, on écoutera d'ici.
Alors, j'aurais tendance à dire qu'évidemment, on a encore beaucoup plus à faire que ce qui a été fait. On a un outil qui s'appelle, une plateforme qui s'appelle Westgo, qui est une plateforme de covoiturage public. Aujourd'hui, je crois qu'on en est à presque 80 adhérents, donc 84 collectivités adhérentes de Westgo, qui est une plateforme. Alors, pas l'ambition de blabla, mais ça a à peu près les mêmes fonctionnalités, sauf que l'intérêt par rapport, c'est que aujourd'hui, ça peut être animé en réseau. On travaille beaucoup avec une association qui s'appelle EOP, qui sont des professionnels du covoiturage, et qui utilisent cet outil Westgo pour animer des communautés, pour animer des zones d'activité, pour rendre le covoiturage qui est, je dirais, c'est pas inné. Enfin voilà, donc il faut en faire en sorte de l'organiser, d'avoir des promoteurs de ce type de solution, d'aller voir les entreprises pour travailler sur les horaires, enfin voilà. Donc on voit bien que aujourd'hui il y a une attente importante, d'autant plus avec le coût de l'essence en ce moment, mais elle ne peut pas s'imaginer forcément organisée de façon innée et naturelle. Il faut vraiment avoir à un moment donné quelque chose qui se passe autour pour l'organiser, quoi. Mais Mobicop, on connaît bien, on est adhérent de Mobicop. Il y a sûrement un gros sujet d'incitation aussi sur le covoiturage, on le voit, incitatif financier ou autre. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi ne pas imaginer des choses sur des gros événements ou sur des attracteurs importants touristiques, se dire, partenariat, celui qui arrive en covoiturage, soit son covoiturage va être gratuit, soit il va avoir, je dis des bêtises, mais un café gratuit ou 20% de discount sur son repas du midi. Et là, il faut créer l'incitatif, parce que sinon, juste comme ça, les gens ne vont pas forcément faire cet effort du covoiturage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et encore une fois, les micros sont ouverts et sont disponibles devant vous. Oui. Oui, bonjour. Je m'appelle Gwenola de Harojo. Je travaille en centre-Bretagne, en milieu rural. Donc, nous n'avons pas de train. Nous avons des bus qui rejoignent les gares de Vannes, Lorient, Rennes. Ça fait au moins 15 ans. Mais je vous supplie de nous mettre des racks à vélo sur les bus. Ça, c'est dans les marchés que vous passez avec SNCF. Il faut juste le mentionner. Ça se fait dans d'autres régions de France. Parce que nous, le problème, c'est qu'on est ravitaillés par les corbeaux. On n'a pas de train. Et les gens qui viennent des pôles urbains en train avec leur vélo ne peuvent pas faire monter leur vélo dans les bus. Donc, s'il vous plaît, faites un effort sur cet aspect-là. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Nous, après, on les prend en charge. À Pontivy, on les prend en charge. Et maintenant, en plus, on a un magnifique train touristique qui fait Pontivy-Lambalcamor, qui un jour, je l'espère, va aller jusqu'à Auray pour faciliter encore la mobilité et éviter justement d'utiliser la voiture. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites quelque chose pour qu'on ait des racks à vélo sur les bus. La demande est claire. Je prends note. Alors, il est vrai que le rack à vélo, on a quelques lignes qui sont équipées de racks à vélo, plutôt sur des zones, je dirais, où il y a une densité d'usage du vélo plus importante. Mais j'entends bien. Et on a des discussions avec tous les EPCI. Donc, à un moment donné, je pense que ces discussions-là pourront prendre place aussi dans les démarches qui sont initiées avec tous les EPCI de Bretagne, les 60 EPCI de Bretagne, pour qu'on mette ces sujets-là sur la table et que un sujet comme celui-ci doit trouver sa place dans ce cadre-là pour faire en sorte que nous progressions ensemble. Sur cette question de mettre des racks sur alors c'est plutôt sur les autocars, du coup éventuellement sur les autobus, il faut savoir qu'il y a aussi quand même des sujets techniques et réglementaires aujourd'hui qui commencent à être un petit peu dépassés, parce qu'il y a même des opérateurs, les SLO, les services librement organisés, donc Blablabus ou Flixbus, et d'ailleurs Flixbus le fait très bien, commence à le faire très bien. Je vous encourage à regarder, il y a 2 départements qui sont en train de faire des expés là-dessus. Moi, il y en a un avec qui je bosse, c'est les Pyrénées-Orientales. Je vous donne des contacts si ça vous intéresse. Mais voilà, quand même, il faut avoir en tête ça, et le fait aussi qu'en termes de capacité, des fois, on est un petit peu bloqué. Il reste aussi la question des vélos pliants, qui est une solution qui est assez géniale et qui est quand même assez universelle, même si le coût d'achat est souvent un peu important. Donc, effectivement, il faut que chacun fasse des efforts, mais aujourd'hui, ce n'était pas forcément le cas il y a 5-6 ans, les véhicules n'étaient pas adaptés, on commence à avoir des solutions un petit peu meilleures aujourd'hui. Bon, nous, on est tous les deux avec, en plus de nos vélos, des vélos pliants, mais on n'est pas des bons exemples, je pense, parce qu'on mange beaucoup de kilomètres. Est-ce qu'il y a une autre question ou plusieurs autres questions? Et même si il n'y a pas de micro, si votre voix porte, on prend ces questions-là. Et après, nous, on a un warning allumé en rouge et tout. Je vous dis, c'est assez incroyable, qui nous dit qu'on dépasse de 4 minutes. Donc sinon, on vous libère. Il y a une question avec un micro. Oui, en fait, plus qu'une question, c'est un partage. Et c'est un peu un teasing pour la session de demain matin à 9h. Parce que dans vos expériences que vous partagez, je vois l'énorme potentiel que peuvent avoir la connaissance des comportements humains.
Donc, quel rôle des experts en sciences comportementales dans ces problématiques-là? Donc, je pense qu'il y a vraiment un énorme potentiel et peut-être que vraiment fait déjà des choses dans ce sens. Et aussi, j'ai envie de dire que l'expérience utilisateur est peut-être le fil rouge qui peut nous aider à trouver des solutions de mobilité qui soient cohérentes avec vraiment l'usage qu'on fait du territoire. Du coup, voilà. Ça l'allait pour toi, je crois. Ouais, alors effectivement, il y a des profils de chercheurs en sciences comportementales chez Vraiment. Et effectivement, sur les questions de mobilité, hein, c'est vraiment la clé. Le parcours étant effectivement composé tantôt d'irritants, mais qui peut être vraiment bloquant. Et je reviens sur le fait que le prix est rarement l'élément bloquant, mais de temps en temps des irritants, le fait d'être perdu, de ne pas savoir si le bus qui est affiché est déjà passé ou va passer, et du coup de s'inquiéter sur est-ce que je vais avoir 20 minutes de retard ou 20 minutes d'avance sur mon rendez-vous. En fait, le transport est par définition, et en particulier sur le tourisme, quand on ne fait pas des trajets qu'on fait au quotidien, qu'on ne maîtrise pas, peuvent être irritants au point de rester sur des vieux comportements. Et ça, c'est important. Je pense que vraiment, quand vous prenez un parcours usager, j'incite vraiment les acteurs du tourisme à prendre au plus tôt les parcours usagers et d'aller au plus loin. C'est ce qu'on fait en tant que designer, mais c'est d'aller chercher un peu ces petits irritants qui peuvent être... qui peuvent vraiment plomber des trajets et les rendre désagréables, là où, à d'autres moments, on peut les rendre tellement agréables qu'ils font eux-mêmes partie de l'expérience touristique. Je pense que le bateau, c'est une bonne expérience, mais la marche, c'en est une aussi. Une bonne marche depuis la gare jusqu'au centre-ville, tout d'un coup, vous en faites, ça se trouve, un moment de souvenir, un moment agréable en famille, et alors qu'en bus, peut-être qu'il est extrêmement compliqué ou il est angoissant. Et en tout cas, effectivement, les sciences comportementales ont énormément à apporter là-dessus. Mais c'est pour ça qu'on a fait venir Alexandre. Et moi, pour vous répondre aussi concrètement, c'est pour ça que moi, je viens du transport. Et sur certains sujets, je suis allé chercher Alexandre et ses collègues. Parce qu'effectivement, en considérant qu'on ne peut pas le voir juste par un prisme du transport, parce qu'il est trop limité, ou par un prisme du tourisme, parce qu'il est trop limité. La question de la sociologie aussi serait très intéressante et il faut l'apporter dans la réflexion du tourisme. Les agences urbaines font très bien, donc je les salue parce que j'en viens, moi j'ai bossé quelques années. Donc effectivement, il faut réussir à mixer tout ça pour comprendre, et c'est pour ça qu'on a utilisé beaucoup le mot mixer, décloisonner, transformer, améliorer l'existant. Voilà, c'est peut-être un peu ça la conclusion. Et si du coup il n'y a pas une dernière question, vu qu'on dépasse de 7 minutes 19, je vais vous libérer à toutes et à tous en vous remerciant pour votre attention, et on se met tous les trois, je crois, à votre disposition pour éventuellement des questions à la fin de cette séquence. Donc merci encore pour votre attention et puis excellente soirée à Rennes.